Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du 7-8 L'Actu du jeudi 6 février. Comme tous les soirs, nous allons faire le point sur l'actualité locale. Tout d'abord, attention à l'alerte orange soulevée sur les Yvelines. Météo France prévoit des vents violents qui devraient arriver cette nuit sur les coups de 3 heures du matin sur le département. Cela devrait souffler aux alentours des 100 km/h jusqu'à demain matin 10 heures. Soyez donc très prudents lors de votre départ au travail. Nous vous l'annoncions en social la semaine dernière, 1400 suppressions de postes chez Airbus Group, anciennement appelé EADS, sont à prévoir d'ici 3 ans. On parlait alors de 411 emplois touchés sur le site d'Elancourt, notamment en cause la restructuration du groupe qui comprendra 3 divisions. Parmi elles, ADS, qui regroupera Cassidian et Astrium. 309 emplois seraient également touchés au Mureau. Mais pour le syndicat CFE-CGC, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car les effectifs de salariés avancés pour chaque site concerné dans les Yvelines lors de cette annonce ne correspondraient pas du tout à la réalité. Explication avec Philippe Vanglas, directeur syndical de Cassidian. Il y a un chiffre de 411 qui a été annoncé, c'est un chiffre que donne la direction, mais ce chiffre, pour moi, il veut rien dire. En tous les cas, je ne sais pas si ça concerne Cassidian SAS. Je ne sais pas si ça concerne que Elancourt. En faisant des plus et des moins, il y a notre filiale qui est sur Elancourt qui fait plus 156 personnes dans 2 ans. Donc si on dit que les 411, ça tient compte qu'il y en a 156 qui sont placés, là on monte à 560 suppressions de postes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les suppressions de postes, c'est pas le bilan final. Donc on a beaucoup de mal à suivre ce que ça veut dire 411. Aujourd'hui, le 411, je ne sais pas à qui il s'applique. Quel contour? Est-ce que c'est aussi notre filiale Apsis qui est à Suresnes ou pas? J'en sais rien. Obligatoire depuis 1951, le recensement de la population s'effectue en ce moment même du 16 janvier au 22 février. Nous avons suivi un agent recenseur sur le terrain à Plaisir qui distribue et collecte les imprimés de l'INSEE, Olivier Maniscalco et Patrick Jacques de Dixmude. Le recensement, c'est maintenant. Jusqu'au 22 février, les agents recenseurs font le tour des villes pour distribuer les questionnaires de l'INSEE. À Plaisir, ils sont 6, dont Muriel Rachet qui travaille pour la mairie de la ville et s'est portée volontaire pour cette mission. Sur son temps libre midi, soir et week-end, elle vient munie de son badge d'agent sonner aux portes afin de distribuer les imprimés du recensement. Nous avons donc un nombre d'adresses limité. Donc moi j'en ai 170. Donc le 170, ça peut être énormément de personnes. Il peut y avoir une personne par adresse, mais comme il peut en avoir beaucoup. Là, aujourd'hui, j'ai un immeuble, une adresse, un immeuble avec 100 logements. Une fois les questionnaires récupérés, ils vont être transmis à l'INSEE où ils seront analysés. L'évaluation de l'Institut va permettre de définir, en fonction du nombre d'habitants, la dotation globale de fonctionnement versée par l'État à la municipalité. L'analyse servira également à établir les besoins en personnel pour les services publics de la ville, comme les crèches par exemple. Le recensement est donc utile pour les habitants qui s'y plient en général sans difficulté. Il peut y avoir des problèmes si on vient d'aménager pour rechercher des informations, des choses comme ça. Autrement, non, c'est clair. Un devoir de citoyen. Ça permet, je pense, de savoir un peu le nombre de personnes et puis le type de personne aussi qui vit. Le type de population. Voilà, le type de population qui est dans cette ville en particulier. Pour ce travail, chaque agent recenseur touche un peu plus de 1 000 €. Chaque année, 8% de la population est interrogée. Les chiffres de l'INSEE sont ensuite établis tous les 5 ans. Place à la prévention maintenant. Major Detco, bonsoir. Vous êtes présent sur le plateau du 7-8 L'Actu ce soir car le camion de l'unité de prévention des conduites à risque sillonne pendant un mois les Yvelines. Et cette semaine, vous avez notamment fait étape au lycée Henri Matisse de Trappes. Tout d'abord, première question, quelle est votre mission auprès des jeunes justement? Alors écoutez, un policier formateur antidrogue, c'est un acteur de prévention des conduites, des risques des conduites addictives, pardon. Donc il va sensibiliser les adolescents sur les drogues, il va informer et prévenir aussi des actions, en menant des actions de sensibilisation auprès des jeunes sur les dangers des drogues. Éventuellement, avec ces dangers des drogues, il va rappeler les lois, il va aussi responsabiliser les adolescents sur la responsabilité pénale dans ce domaine. Il va aussi mener des actions d'information auprès des parents et des professeurs à ne pas négliger puisqu'on travaille aussi avec les collèges et les lycées, notamment avec les comités à l'éducation et à la santé et à la citoyenneté. Voilà. Alors, qu'englobe-t-on dans le terme conduite à risque?
Bien écoutez, c'est toutes les conduites qui vont mener malheureusement des problématiques d'agressivité, de dangerosité, de violence. Et ça peut être aussi sous forme de prise de substances, de produits qu'on appelle souvent des drogues. Et parfois, on a des idées reçues et souvent les jeunes pensent que tel et tel produit ou drogue, est-ce que c'est une drogue ou pas? Et c'est ce qu'on met en place dès le premier temps quand on fait des actions de prévention. Comment définir une drogue? Qu'est-ce que c'est que pour un jeune la drogue ou les drogues? Oui, justement, peut-être que la plupart de votre combat, c'est aussi combattre battre ces idées reçues, ces préjugés sur les drogues notamment. Effectivement, il faut faire comprendre aux adolescents que c'est dangereux parce qu'ils sont vulnérables à cet âge-là. Ils n'ont pas encore ils sont pas encore tout à fait formés et dès les premières consommations, ils peuvent devenir dépendants. La dépendance, c'est on ne peut pas se passer du produit sous peine d'avoir une souffrance. Et donc, dès les premières prises de produits, en expérimentant, ils peuvent avoir cette dépendance. Le danger, il est là. Donc, on est là aussi pour leur faire comprendre que, malgré tout, prendre une première expérimentation d'un produit, ça peut devenir derrière une dépendance. Donc, retarder ces premières consommations et surtout, ne pas commencer. Alors, je vous propose de les écouter, ces élèves que vous avez rencontrés au lycée Henri Matisse cette semaine. On va voir un peu ce qu'ils ont pensé de votre intervention. C'est super intéressant parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas, qu'on a appris. Et je pense que ça peut apporter beaucoup dans ma classe pour des choses qu'on fait qui ne sont pas très bien. J'ai beaucoup de gens dans ma famille qui ont des problèmes avec l'alcool et la drogue. Donc voilà. Et je trouve ça super intéressant parce que peut-être il y en a dans la classe qui pensaient que ça ne se passait pas comme ça, qu'il y avait des accidents. Voilà. Justement, c'est symptomatique ces réponses. On ne savait pas que ça se passait comme ça. C'est souvent la réponse que vous donnent les jeunes. Souvent, ils ont des idées préconçues, ils ont parfois des préjugés sur certaines choses, ou ils pensent qu'ils connaissent certaines substances. Or, quand on parle des drogues, les 3 drogues les plus consommées en France, ce sont le tabac, l'alcool et le cannabis. Donc, parfois, ils disent le tabac, c'est une drogue. Oui, regardez autour de vous. Si jamais vous enlevez une première cigarette à quelqu'un qui fume régulièrement, vous allez voir est-ce qu'il va être son comportement est-ce qu'il va être normal. Effectivement, quand on fume ou quand on prend une drogue, il y a un comportement, une modification du comportement. C'est ce qu'on leur apprend. Quel message, justement, vous leur donnez au-delà de cette caractérisation de la drogue? Moi, je pense, c'est pas moi, je pense, excusez-moi, mais l'important, c'est de leur faire comprendre et de leur faire réfléchir qu'il faut savoir dire non. Il ne faut pas banaliser ces premières consommations. C'est dangereux. La loi est là aussi pour rappeler qu'elle protège, et donc, parce que c'est dangereux, donc on applique un petit peu tout ce qui est responsabilité pénale, parce que c'est répréhensible aussi pour des produits stupéfiants interdits. Néanmoins, il faut leur rappeler que dire non, c'est aussi être quelqu'un et avoir une personnalité pour pas justement enclencher un phénomène de dépendance qui pourrait arriver très vite. Et alors, est-ce que ces jeunes sont de plus en plus nombreux, vous les voyez, plus en plus nombreux justement à les consommer, ces drogues, ou plus tôt peut-être? Plus en plus nombreux, plus tôt, tout varie un petit peu, tout dépend de certains produits. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, à 11 ans, on peut essayer et commencer à essayer le tabac, que le cannabis, on va être un petit peu plus tardivement, vers 14 ans, que les garçons sont enclins à prendre du cannabis plus que les filles. Néanmoins, des consommations existent. Elles sont à la période d'adolescence, la période la plus vulnérable et la plus fragile. Et alors, je sais que au-delà des jeunes, vous avez d'autres publics. Vous intervenez aussi dans les entreprises, notamment. Tout à fait. C'est aussi une pratique qui se vulgarise, malheureusement, dans ce milieu-là. Écoutez, on est quand même dans une société où on demande aux personnes d'être performants. Et donc, parfois, il arrive que certaines personnes, pour justement garder cette performance tout au long de la journée, peuvent s'adonner à des pratiques, à des prises de substances qui peuvent leur donner un booster, qui peuvent leur donner une sensation d'être éveillé toute la journée. Néanmoins, il y a toujours une conséquence. Lorsqu'on prend un produit, il y a le corps qui dit stop. Et donc, ça peut aussi amener à des choses parfois dramatiques, comme on peut le voir dans certaines entreprises. Donc, c'est vrai que nous, on mène aussi des actions auprès des entreprises dans ce domaine que sont les conduites à risque. Justement, à propos des jeunes, pour revenir aux jeunes, c'est difficile parfois le départ d'un atelier comme celui-là, de la rencontre, le dialogue a du mal à se nouer parce qu'il faut se confier quand même, mine de rien, c'est quand même C'est vrai difficile. Que c'est pas évident, mais c'est vrai que moi je fais partie du service partenariat police-population, et c'est vrai que je leur explique, je suis pas un policier différent, j'interviens armé, en tenue et armé, et je leur explique qu'à tout moment je peux intervenir. Néanmoins, on essaie d'intervenir avec un climat de confiance, une empathie, et on leur donne la possibilité
possibilité de s'exprimer. Et c'est surtout, on va travailler beaucoup sur les comportements. Qu'est-ce qu'ils réagissent, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi pour eux une drogue, comment ils vont l'interpréter. On fait un système de brainstorming pour savoir un petit peu tous les mots qui vont un petit peu être dits concernant les drogues. Et après, on essaie de travailler sur les comportements, sur la responsabilité pénale, les lois, forcément, puisqu'il y a des choses qui sont interdites. Tout n'est pas autorisé. Très bien, oui, c'est vrai que l'utilisation des drogues est parfois interdite par la loi. Merci beaucoup, Major Detko, d'être venu sur le 7-8 L'Actu et peut-être à bientôt pour de nouvelles interventions sur ces produits à risque. Très bien. C'est une structure exclusivement réservée aux hommes seuls en difficulté à Versailles. Le Bétel, c'est son nom, existe depuis 20 ans et accueille 9 résidents le temps d'une année maximum. Admis sur recommandation des travailleurs sociaux tels que les membres du CCAS ou des éducateurs spécialisés, ils construisent un projet de réinsertion. Yolène Thorez et Jonathan Villeman. Victor est arrivé au Bétel il y a quelques jours. Sans emploi, expulsé de son logement, cela faisait 1 an qu'il dormait dans des voitures ou des garages. C'est finalement son assistante sociale qui l'a orienté vers cette structure d'accueil pour hommes en difficulté. Logé, blanchi et nourri pour seulement 250 € par mois, il peut mener son projet de réinsertion dans de bonnes conditions. Déjà, vous avez un toit, vous êtes en sécurité, vous pouvez vous alimenter, et puis ensuite aller à vos tâches quotidiennes, qui aujourd'hui, dans mon cas, est de rechercher un emploi très rapidement, de trouver un emploi rapidement. Ancien technicien, Victor souhaite aujourd'hui se réorienter vers l'humanitaire. Comme lui, ils sont 9 à pouvoir bénéficier de cet accueil. Un accueil exclusivement réservé aux hommes seuls, souvent passés dans la rue et ayant la volonté de sortir de leur situation. Le temps d'1 an maximum, chacun dispose d'une chambre individuelle, de la cuisine, de la salle de bain et du salon commun. Il y a aussi des règles à respecter. Et dans ces règles-là, c'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle un planning hebdomadaire et chacun a des tâches. Par exemple, il y en a un qui va être référent pour préparer à manger la semaine, il y en a un qui va laver le salon où nous sommes, il y en a un autre qui va laver le couloir, le premier étage, etc. Chacun a des missions à respecter. Subventionné en majeure partie par la Direction départementale de la cohésion sociale des Yvelines, le Bétel fait partie de l'association SOS Accueil qui mène plusieurs actions. En 2013, sur les 26 résidents reçus ici, 10 d'entre eux ont trouvé un logement et un emploi. Souvent, les autres retournent dans leur famille, quittent la région ou sont réorientés vers d'autres structures. Nous vous l'annoncions mardi dans notre édition. Émile Legat, dirigeant du club de football de Guyancourt, avait disparu dans la journée de lundi. Son corps a malheureusement été retrouvé sans vie dans le bois des Bouviers au départ d'une battue organisée par les sapeurs-pompiers et les policiers. Émile Legat avait visiblement quitté son domicile pour une promenade et n'était jamais rentré. Cet homme de 80 ans avait dévoué plus de 30 ans de sa vie au football et au club saint-quentinois. Ce week-end, une minute de silence sera observée en sa mémoire avant le coup d'envoi de toutes les rencontres des équipes guyancourtoises. Toutes nos pensées, évidemment, à tous ses proches. Avant de nous quitter, je vous rappelle cette information développée en début de journal. Météo France a signalé une alerte orange au vent violent sur le département des Yvelines. Des rafales qui pourront aller jusqu'à 100 km/h et souffleront cette nuit à partir de 3 h du matin jusqu'à 10 h. Soyez donc prudents en cas de sortie. C'est la fin de ce 7-8 L'Actu. Merci de l'avoir suivi. À 18 h 30, vous retrouverez votre émission économique, Fil Éco, évidemment avec Claire Cambier. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur TV Fil.